Alors, je cède maintenant la parole au député de Beauce-Sud. Monsieur le député, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, on est à l'adoption du principe du projet de loi 52, loi concernant les soins de fin de vie. Et je dois vous dire qu'à mon sens, c'est probablement l'un des projets de loi les plus importants, sinon le plus important qu'il m'a été jamais donné de débattre. J'ai été élu pour la première fois en 1985. Évidemment, j'ai fait 9 ans et j'ai été assez longuement absent de l'Assemblée nationale puisque je suis revenu entre 1994 et 2008 absent. Donc, je suis revenu en 2008. Mais j'en ai vu des débats, j'en ai vu des dossiers, j'en ai vu des items fort importants. Mais je ne pense pas et je ne me rappelle pas en avoir vu un aussi important que celui-ci. Et je pense que les collègues qui ont été élus ou qui ont été élus avant moi ou qui ont été élus vers la même époque, il en reste 3. Ils n'en sont pas très nombreux. Il reste le député d'Abitibi-Ouest, le député de Brome-Missisquoi, le député de Westmount-Saint-Louis, le président actuel, et moi. Donc, contrairement à ce que les gens pensent en général, on ne passe pas notre vie à l'Assemblée nationale. C'est même extrêmement rare que des gens font plus qu'une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Et pourtant, j'ai continué à suivre les débats, même dans la période où je n'étais plus député. Évidemment, j'avais un intérêt particulier ayant été un des membres assidus. Et vraiment, ce débat-là me touche profondément, comme il touche, je pense, tous les membres de l'Assemblée. Pourquoi? Parce que la mort est inéluctable. C'est un passage obligé pour tous les êtres humains. On l'oublie dans l'effervescence de la vie et particulièrement dans la vie très active que nous menons ici à l'Assemblée nationale. On oublie parfois cet aspect-là. Mais c'est un passage obligé pour nous tous. Et pour les gens qui sont parvenus à mon âge, c'est le passage obligé de notre génération puisque nos aînés de la génération d'avant nous sont décédés. Ma mère est décédée il y a fort longtemps déjà. Mon père est décédé il y a quelques années. Et c'est le cas également de ma conjointe. Donc, on se retrouve donc, comme certaines personnes le mentionnent, au front. Donc, débat fort important, débat très, très émotif, débat qui reflète les croyances des gens sur le plan de la pensée, de la philosophie de la vie, de la spiritualité dans certains cas. Et donc, qui doit nous amener à prendre des précautions extrêmement importantes. Il s'est pris des précautions. Je dois le dire, et je pense qu'il faut le répéter. La commission qui a fait le travail pendant 2 ans et demi a fait un travail en profondeur. Ils ont consulté, ils ont écouté et ils ont, je pense, intégré pas mal de choses dans leur réflexion. Le député de Jacques Cartier, qui en a été le président initialement, et la députée de Gatineau, qui l'a remplacé quand il a été nommé au Conseil des ministres, et les autres membres, on en a plusieurs qui ont parlé depuis le début, ont fait un travail que l'on peut qualifier de remarquable sur un sujet extrêmement délicat. Ce travail-là a abouti à un projet de loi qui nous est déposé. Je rappelle que l'initiative législative appartient au gouvernement, donc le projet de loi et l'interprétation du parti gouvernemental du consensus qui a été établi sur les principes et les recommandations de ce comité-là, et ça nous est présenté aujourd'hui. Le débat a commencé cet après-midi. Je suis ici depuis le début du débat. Et j'ai pris le soin d'écouter chacun des intervenants ici, parce que je voulais approfondir le sujet. Je n'ai pas fait partie de la commission, donc je n'ai pas la même profondeur de connaissance de l'ensemble du dossier que les membres de la commission et dont plusieurs se sont exprimés aujourd'hui. Je pense que d'ailleurs, il y a plusieurs membres de la commission qui ont décidé de s'exprimer et c'est bien correct de cette façon-là, dès le départ de ce débat de l'adoption de principes sur les soins de vie. Et sur les débats que nous avons entendus aujourd'hui, il y a des arguments qui sont très favorables, il y a des arguments qui sont moins favorables, il y a des opinions qui sont dans un sens, il y a des opinions qui sont dans l'autre, et je pense qu'on peut dire qu'il y a un consensus un peu difficile dans la population sur cet aspect-là. Alors, est-ce que les gens sont entièrement contre ce projet de loi-là? De ce que je comprends et de ce que je décode, non. Mais ils ont des réserves assez importantes pour ne pas vouloir qu'il soit adopté. Est-ce que des gens sont
entièrement pour ce projet de loi-là? Je constate que c'est non. Ils préféreraient qu'il soit adopté pour des raisons qui leur appartiennent. Ils estiment que les avantages sont supérieurs aux inconvénients, mais ils voient quand même dans le projet de loi concernant les soins de fin de vie des difficultés qui sont assez nombreuses pour qu'ils souhaitent les exprimer. C'est normal, c'est pour ça que le Parlement existe. C'est un de nos objectifs, c'est de faire des législations les meilleures possibles, que le sujet soit difficile ou que le sujet soit facile. Celui-là, c'est un sujet difficile. Un premier point qui peut sembler mineur, mais qui m'apparaît, moi, fort important, c'est qu'il y a quelques groupes qui ont mentionné qu'ils auraient voulu être entendus et qu'ils ne l'ont pas été. Et je ne pense pas qu'on puisse se permettre ça. Je pense qu'on se doit de donner la place à tous les groupes qui veulent être entendus, et si on a une journée ou une journée et demie de plus à passer en commission parlementaire pour les écouter, je pense qu'on doit le faire. On ne peut pas dire à ces gens-là qu'on est pressé pour adopter un projet de loi et ne pas les écouter et avoir dans la société des gens qui ont exprimé avec force et vigueur le besoin et le droit de s'exprimer qui ne l'ont pas été. J'entendais aujourd'hui notre député qui le mentionnait, qui le répétait. Je suis disponible pour faire ce travail supplémentaire. Il n'y a aucun problème. Et je pense que tous les parlementaires de notre côté ici sont disponibles pour faire ce travail supplémentaire de telle sorte qu'on puisse avoir la conscience tranquille, au moins sur cet aspect-là. Personne dans la société ne viendra nous dire « Moi, j'aurais voulu être entendu et je ne l'ai pas été ». Alors, c'est un premier aspect que je tiens à souligner et sur lequel je pense qu'il faut revenir. L'autre point qui m'a un peu étonné, bien qu'on en ait parlé abondamment, c'est le manque de définition. Est-ce que c'est difficile de faire des définitions ou si on ne veut pas faire de définition? Je vous avoue que j'essaye de faire ressortir des débats. Qu'est-ce qui s'est réellement passé là-dessus? Mais je pense, à première vue, qu'on ne peut pas se passer de définition sur les divers aspects du projet de loi. Je sais qu'elles ont été évoquées. J'ai écouté la ministre cet après-midi. On connaît les trois sujets de ce projet de loi-là, les soins palliatifs, la sédation palliative et l'aide médicale à mourir. Ça fait partie des choses qui doivent être extrêmement précises et qui doivent être extrêmement balisées. Le sont-ils? Certains des intervenants aujourd'hui prétendent que oui, mais d'autres intervenants prétendent que non. Ma connaissance n'étant pas suffisante de ce côté-là, je pense que je prends la réserve de dire il y a là probablement un deuxième os. Il faut davantage de précision pour éviter les dérapages. Quand je regarde les groupes qui se sont exprimés en faveur et leurs arguments, et les groupes qui se sont exprimés en défaveur et leurs arguments, je pense qu'on peut dire qu'on voit là les deux faces d'une même médaille. Tout le monde reconnaît qu'il y a là un problème, tout le monde reconnaît qu'il y a là certaines difficultés qu'il faudrait régler, mais tout le monde ne voit pas la solution de la même façon. Pour les fins des gens qui nous écoutent, je vais nommer les groupes qui se sont manifestés en faveur et leurs arguments, et les groupes qui se sont manifestés en défaveur et leurs arguments. Alors, les principaux groupes qui se sont prononcés en faveur sont le Collège des médecins du Québec, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, la Fédération des médecins spécialistes du Québec, le Barreau du Québec, le Protecteur du citoyen et la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Donc, des organismes fort importants dans notre société, des organismes qui ont une voix en général forte et une voix aussi bien approfondie. Ils approfondissent leur sujet, ils l'étudient avec sérieux et ils nous donnent leurs opinions. Leurs arguments, et c'est un argument qui a été soulevé par l'ex-ministre de la Santé et le député de Jean Talon, c'est la liberté individuelle d'avoir le choix. Et c'est un argument qui me touche particulièrement. La liberté de choix est quelque chose d'important dans notre société.
Le deuxième, c'est le principe d'autonomie de la personne. Et évidemment, le dernier, qui est probablement l'un des arguments principaux, c'est que ça offre une réponse à des patients pour qui la douleur ne peut pas être soulagée. Et cet aspect-là, évidemment, touche tout le monde. On a, je pense, tous entendu parler de gens qui, curieusement, avec la connaissance médicale que nous avons aujourd'hui, et malgré les avancées extraordinaires qu'il y a, souffrent constamment et dont la douleur ne peut pas être soulagée. Alors, c'est étonnant de se retrouver devant des situations-là en 2013 avec les avancées de la médecine, mais il semble bien que ce soit le cas. Donc, on peut dire que là, il y a un argument, je pense, qui est un argument de poids en faveur du projet de loi. Mais il y a des groupes qui se sont prononcés en défaveur de l'aide médicale à mourir. L'Alliance des maisons de soins palliatifs, la Maison Michel-Sarrazin, le collectif de médecins du refus médical de l'euthanasie, et je dois dire que le mot euthanasie revient, et je sais qu'il n'est pas dans le projet de loi, et je sais que ce n'est pas l'objectif du projet de loi, mais il y a cette crainte-là qui apparaît chez plusieurs intervenants qui m'ont interpellé. Le Réseau des soins palliatifs du Québec, le regroupement des médecins en soins palliatifs. Alors, ces groupes-là se sont montrés en défaveur et ils ont manifesté leur défaveur pour des raisons qui sont sérieuses également. Ce ne sont pas des raisons farfelues. Par exemple, l'aide médicale à mourir est contre la philosophie des soins palliatifs. Pour eux, le soin palliatif, ce n'est pas une aide à mourir, c'est un soutien en attendant la mort, ce qui est une nuance là qu'il est important de faire. Il existe un risque de pente glissante et de dérapage là-dessus. Et dernièrement, je suis tombé sur une émission d'un médecin belge qui est venu exprimer son opinion à la télévision et que j'ai pris soin d'écouter parce que le sujet s'en venait. On allait en parler éventuellement à l'Assemblée nationale, donc ça m'intéressait. Et qui nous parlait de la Belgique où cette loi-là ou une loi équivalente existe depuis peut-être 10 ou 15 ans et où lui avait constaté qu'il y avait un certain dérapage, une pente glissante. Et à ma compréhension, ce qu'il voulait dire, c'est qu'on s'était dirigé vers ce qu'on pourrait appeler des soins palliatifs, c'est-à-dire pour l'aide à éviter la souffrance à des gens qui vont mourir de toute façon, et qu'on semblait s'être dirigé vers... le mot qu'il exprimait était très clair, l'euthanasie, c'est-à-dire donner la mort aux personnes parce qu'ils le souhaitaient ou parce que c'était un choix personnel et est-ce adéquat et correct de le faire? C'était la question qu'il posait. Et le troisième argument, c'est que l'aide médicale à mourir ne doit pas être une réponse ou un non-choix si les ressources ne sont pas disponibles en fin de vie. Autre aspect qui, dans le débat que nous avons, me semblait faire consensus, c'est-à-dire que la priorité, et encore là, je cite l'ancien ministre de la Santé, il faut d'abord et avant tout que les soins palliatifs soient disponibles partout et de manière adéquate. Avant toute chose, c'est probablement un préalable, une prémisse fort importante. Donc, il y a des pour, il y a des contre, et les gens qui nous élisent pensent parfois que nous sommes omniscients, qu'on connaît tous les dossiers, qu'on connaît toutes les choses en profondeur. Mais comme tout être humain, on doit se consacrer parfois à nos dossiers personnels, à nos dossiers de comté, à nos dossiers autres. Et non, ce n'est pas vrai. On n'a pas la science infuse, et d'où l'importance du débat que nous avons aujourd'hui. Le débat que nous avons aujourd'hui, c'est pour ça que je tenais à être présent pour écouter mes collègues députés, quelle que soit leur formation politique. C'est pour ça que j'essaie de me renseigner le plus en profondeur possible pour porter un jugement en mon âme et conscience, parce que, comme vous le savez, nous allons voter en notre âme et conscience de ce côté-ci, quelle que soit notre opinion, elle peut être différente les uns des autres. Porter le jugement le plus acceptable dans mon esprit qui soit. Un des auteurs que j'ai lu, c'est assez étonnant parce que il n'est pas reconnu pour être un auteur philosophique, il est reconnu pour être un médecin, c'est Albert Schweitzer.
mais il avait écrit beaucoup de livres de philosophie. M. Schweitzer a été un prix Nobel de la paix il y a très longtemps, il y a une soixantaine d'années. Le prix Nobel, il l'avait gagné parce qu'il avait été médecin en Afrique. Il avait fondé un hôpital en Afrique, je pense que c'est au Gabon. Et son œuvre a fait des petits. Mais Albert Schweitzer, ce qui est souvent ignoré avant d'être médecin, il a été médecin sur le tard, était un pasteur et était un philosophe. Donc, une personne qui réfléchissait au sens de la vie. Et si on veut résumer, c'est difficile de résumer un philosophe, mais si on veut résumer sa pensée c'était d'abord et avant tout, on doit le respect à la vie. La vie, c'est quelque chose d'assez étonnant. Vous savez, on est tous nés de la même façon, hein, d'un père et d'une mère qui, à partir de nos vulves puis de nos spermatozoïdes, dans quelques mois, ont formé un être humain. C'est quand même incroyable. C'est quand même assez étonnant, et juste de réfléchir à ça, les milliards de cellules que nous avons, de la façon dont ils sont organisés, les cellules qui fonctionnent tous ensemble d'une façon à peu près correcte, qui nous permettent de marcher, d'agir, de parler, de vous parler, et de faire des discours, et de manger, etc., et de vivre. Donc, tout ça fonctionne en général en relative bonne coordination. Évidemment, n'ayant pas trouvé de moyen autre pour vivre longtemps que de vieillir, nous vieillissons tous. Et donc, les choses ne fonctionnent pas pendant des centaines d'années, mais fonctionnent pendant plusieurs décennies et finissent par se terminer par la fin de vie. Donc, Monsieur le Président, je suis très ambivalent. Je vous le dis bien honnêtement, de ce que j'ai reçu de mes citoyens, du projet de loi qui est devant nous, je vous ai mentionné les raisons pour être favorable et les raisons pour être défavorable d'un groupe ou de l'autre. Et l'impression qui me reste, c'est qu'il manque encore certains morceaux. C'est l'impression qui me reste, il manque une certaine prudence. Le député Jacques Cartier a parlé de Ghislain Leblanc, que j'ai connu personnellement, qui est venu exprimer son opinion, qui a une maladie dégénérative et qui refusait qu'on lui impose son choix en fonction de sa situation. D'autres personnes sont venues témoigner dans le sens contraire en disant « le respect de la vie passe par-dessus tout ». Et ce n'était pas qu'une position de principe religieux, c'est une position de principe philosophique pour certaines personnes qu'il faut également respecter. Alors, aujourd'hui, on nous demande d'adopter le principe. Et malgré toute la sympathie que j'ai pour tout le travail qui a été fait, je pense qu'il y a encore des améliorations que l'on devrait faire avant d'aller étudier en commission parlementaire. Personnellement, je pense ça. Et je pense qu'on devrait faire encore un peu de travail pour éliminer certains arguments défavorables à la loi actuelle, telle que présentée. En général, on le fait en commission parlementaire. Oui, c'est vrai. En général, on se dit, bon, on n'est pas d'accord avec certains aspects, mais on va adopter le principe. Et puis, on va passer en commission parlementaire, et en commission parlementaire, on fera les corrections qui s'imposent. Je suis mal à l'aise dans ce dossier-là, avec ce sujet-là, de procéder de cette façon-là. Je pense qu'il y aurait lieu de faire, suite à la consultation importante qui a eu lieu, que l'on doit compléter en recevant tous les organismes qui veulent l'être, je pense qu'il y aurait lieu de refaire des retouches au projet de loi avant même de l'adopter en principe. C'est ma conviction. Je n'ai pas entendu personne avoir le discours que je viens d'avoir. Je pense que c'est assez unanime en faveur du principe. Mais moi, maintenant, je vais voter contre le principe. Ceci dit, comme mentionnait Benjamin Franklin quand ils ont adopté la Constitution des États-Unis, ça fait assez longtemps que je vis, je suis assez vieux pour savoir que je peux changer d'avis si on m'apporte de nouveaux éléments ou si je fais une réflexion plus approfondie. Je ne refuserai pas cette ouverture d'esprit-là. Mais je demande à mes collègues et je demande à la ministre peut-être de faire ces petites retouches, ces ajouts, ces corrections, avant qu'on étudie en commission parlementaire
le projet de loi 52, projet de loi sur les soins de fin de vie. Merci, M. le Président. Alors, merci. Merci, Monsieur le député de Beauce-Sud.